Ok, on profite de ce milieu naturel, tant qu'il est encore vivant, pour aujourd'hui faire une réflexion sur tout ce qui se passe et par rapport à mes expériences vécues et puis à ce que j'observe à l'extérieur vis-à-vis de ce monde frénétique, on va dire. Alors j'ai le stabilisateur, mais je sais pas si le téléphone, parce que c'est pas une marque professionnelle, je sais pas s'il va se stabiliser suffisamment sans qu'il y ait trop de vibrations. Je vais essayer de faire de mon mieux, de marcher un peu plus lentement. Donc voilà, je voulais faire une analyse un peu variée sur différentes matières en fin de compte, puisque mon expérience de vie m'a permis d'avoir une vision assez ample par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu apprendre des autres aussi, surtout des autres, parce que tout ce que j'ai appris dans ma vie, ça a été sur l'analyse d'expériences vécues avec des personnes, des professionnels, dans les différentes matières, les prises de décision. Surtout que sur les 59 ans que j'ai, donc on va sur 60, donc la moitié de ma vie a été un blocage en concernant le TDAH que j'ai parlé souvent, qui m'a bloqué complètement pour l'apprentissage, prise de décision pour le travail. J'ai décollé à partir de 30 ans. Pourtant j'étais papa très jeune, à 17 ans, 3 enfants, donc responsabilité sans niveau d'études, donc ce qui complique un peu beaucoup la situation pour pouvoir faire son chemin, comme on dit. Donc je n'ai rien de facile pour pouvoir surpasser ces obstacles, on va dire, les obstacles de la vie. Mais je ne regrette pas. Alors je sais pas par où vous parler, parce qu'il y a des fougères un peu partout déjà, ils sont grands. Et donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que là, par exemple, quand j'arrivais dans le bus, je voyais... alors, j'ai une certaine tendance habituelle, c'est d'observer les expressions faciales donc, dans le bus. C'est de nature chez moi. Quand je vois les personnes, j'ai une certaine tendance à observer l'expression faciale pour analyser un peu... le comportement humain par rapport à ce rythme de vie habituel. Donc il y a toutes les variétés, et je vois qu'il y a une certaine expression de tristesse, d'angoisse, voilà, etc. Donc c'est un train-train. Alors l'ambulance dans les bois, je sais pas d'où ça vient. Ah oui, apparemment c'est dans les bois. Quelqu'un qui a dû avoir un malaise. Je pense, si c'est pas une... Je connais pas les bruits de sirène. Ah non, c'est police, c'est bleu. Ah, ambulance. Ouais, j'en sais rien. Bon, la question, c'est qu'effectivement, j'observe, c'est impressionnant, c'est ce rythme frénétique de consumérisme, et on voit les gens qui tirent dans tous les sens et en fin de compte ne prennent pas le temps de faire un retrait un peu d'observation. Et franchement, moi j'ai vécu des situations vraiment stressantes, angoissantes, et avec le temps j'ai appris quand même à prendre la vie avec, vous le voyez, à prendre la vie avec tranquillité et m'adapter aux circonstances. C'est-à-dire que j'ai dit maintenant, ma philosophie de vie, c'est de dire je m'adapte aux situations, voilà. Et je les accepte, que ce soit difficile, positif ou négatif, je les accepte de la même manière. Voilà. Je ne fais que m'adapter, et puis par la suite, où j'apprends, où je perfectionne, où j'assimile et j'attends que le moment difficile passe. En plus de ça, alors, je vois que ces difficultés sont aussi bien dans les personnes d'un certain âge
donc âgés, ou dans la jeunesse aussi, qu'ils ont une certaine préoccupation. Je les comprends tout à fait parce qu'actuellement avec le travail et l'évolution de la technologie en intelligence artificielle, il y a de plus en plus de documentaires, reportages qui parlent justement sur ces matières et qui fait part justement de que les postes d'emploi, en plus de ça, on est en train de spécifier effectivement que les personnes qui ont fait des études dans des niveaux très élevés en tant qu'avocat ou etc. Apparemment c'est les métiers qui vont avoir le plus de préoccupations actuellement concernant l'évolution de la technologie. Mais je dis, il y a toujours une option. On ne peut pas empêcher que cette technologie avance, ça c'est clair. Et je pense que d'une certaine manière, comme j'ai pu l'utiliser moi-même et comme tout le monde l'a utilisé, il y a toujours moyen de trouver des chemins plan B ou plan A, C, ou enfin bref, et mettre en pratique justement ces outils pour améliorer les performances que quelqu'un peut avoir. Par exemple, moi je n'ai pas d'études, je n'ai pas de niveau professionnel, j'ai toujours appris toutes sortes de métiers très variés, évidemment pas comme un professionnel parce que chaque métier il y a beaucoup d'années d'expérience vécue, enfin de gestes, etc. Mais je reconnais que d'avoir observé tous ces professionnels, d'avoir été accompagné ou en tant qu'aide ou quoi que ce soit, m'ont permis d'avoir une observation très ample. Donc j'ai commencé par divers métiers très très variés, comme j'ai fait du ménage, j'ai travaillé dans des copropriétés pour nettoyer les entrées d'immeubles, ensuite j'ai atterri dans une gestion d'un petit hôtel, registre de clientèle, etc., réception de clientèle, l'entrée, sortie, etc., sans expérience en plus de ça, donc c'est ce qui m'a obligé à la fin d'apprendre d'une manière ou d'une autre. Ensuite, j'ai mis la main aussi dans les travaux manuels, c'est-à-dire apprendre l'électricité, la plomberie, la soudure de cuivre et tous les différents matériaux en plomberie moderne qu'il y a actuellement avec les outils qui correspondent à chaque produit, chaque matière. La maçonnerie, la peinture. Ensuite, j'ai eu l'occasion avec un décorateur, étant en train de travailler 2 ans approximativement dans une immobilière. J'ai eu l'occasion dans cette immobilière, c'était pour la vente d'appartements, d'apprendre en même temps avec un décorateur qui était dans cette immobilière, qui m'apprenait un métier que j'aurais voulu faire quand j'étais jeune, mais bon, je sais que je n'aurais pas eu la capacité dans le sens que mon TDAH m'empêchait d'assimiler des informations techniques. C'est impossible pour moi, même à l'heure actuelle. J'ai eu un déblocage assez important qui m'ont permis de pouvoir décoller à 30 ans, donc très tard. Mais tout ce qui est technique et technologique et dans le terme mathématiques ou des données vraiment très spécifiantes dans les calculs, etc., c'était impossible pour moi. Donc j'englobe des informations généralisées, mais je ne saurais pas me spécialiser dans une matière concrète parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir le faire. Mais bon, donc j'ai sorti le maximum de choses qui pouvaient me permettre d'évoluer dans les besoins que j'avais eus pour faire face à la vie en général, les expériences vécues. Et j'ai passé par des situations difficiles. J'ai passé par des situations stressantes. En plus, les émotions ne sont pas les mêmes quand vous avez, là on rentre dans la pédagogie, on n'a pas les mêmes perceptions ayant 15 ans, ayant 20 ans, ayant 25 ans, ayant 30 ans, ayant 35 ans, 40 ans, voilà, consécutivement. C'est pour ça que je dis souvent, nous, étant parents, qu'on doit être assez indulgent. Alors je viens de recevoir un message, ça c'est mis dans l'écran. On doit être assez indulgent dans le sens de comprendre que nous aussi on a été jeunes, nous aussi on a commis des erreurs,
Nous aussi, on a fait beaucoup de bêtises. Mais nos perceptions, il faut le dire, c'est que nos perceptions à ces époques-là n'étaient pas les mêmes que l'on avait maintenant. C'est clair. Je crois que je calcule souvent chaque 5 ans plus ou moins, on commence à avoir une vision totalement différente. C'est bon, c'est approximatif, hein, c'est ce que j'ai toujours calculé approximativement. On a toujours une tendance à voir les choses totalement différentes, à apprécier les choses totalement différentes. Donc dans le positif ou dans le négatif, ça dépend le caractère de chacun. Alors après, le caractère de chacun correspond aussi aux expériences qu'il a pu vivre, que cette personne a pu vivre, que ce soit femme ou homme. C'est quoi? C'est un castor Ah non, c'est quelqu'un qui a essayé de couper le... Non, c'est un boa que je viens de voir là, un tronc qui est en travers. Et donc, le caractère de chacun dépend aussi des expériences vécues. Cela joue énormément. Donc c'est pour ça que je dis on ne peut pas juger une personne tant qu'on n'est pas dans sa peau. Il y a même des gens des fois qui ont des caractères ou même que ce soit négatif, positif ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des gens qui ont vécu des expériences très fortes mais qui n'en ont pas conscience parce qu'il y a des expériences vécues. Je sais très bien que le cerveau, en neurosciences, quand une personne a passé par une expérience très forte, il y a un système du cerveau qui fait que beaucoup de fois, toutes ces expériences vécues restent dans le subconscient comme un système de protection et qui, des fois, la personne devient adulte et ne se rappelle pas de ce qu'il a vécu. Voilà. Mais qui peut affecter dans son caractère, dans sa manière d'être, qui peut être agressive ou au contraire améliorer le fait d'avoir vécu une certaine expérience a fait que cette personne est devenue mieux de ce qu'elle était, mais ça dépend du caractère de chacun. Et donc qu'est-ce que j'en viens dans tout ça? C'est l'analyse de... Alors là, je prends le pied là de me promener comme ça parce que on est complètement dehors du système habituel. J'adore sortir dans ces milieux-là, déconnecté totalement. Et c'est la manière de prendre la vie en mettant un frein un peu, non? Parce que cette société, ce système, on va dire, fait qu'on est toujours dans l'accélération. D'ailleurs, je vois tout le temps tout le monde courir. D'ailleurs, on a tendance à me regarder d'une manière bizarre parce que je marche très lentement. Je suis jamais pressé. J'observe, j'adore observer la nature, le bruit, les sons. Ah tiens, je viens de parler, il y a un oiseau qui chante. Et puis, il faut toujours essayer de faire un retrait. C'est-à-dire un retrait par rapport à la position habituelle qu'on a et essayer d'observer, de freiner un peu. Et de voir comment prendre la vie d'une autre manière. Ensuite, au point de vue professionnel, je sais que la société ou le système fait qu'on est obligé d'aller à un rythme vis-à-vis de nos obligations, vis-à-vis de nos enfants. Bon, j'ai des enfants qui sont grands, alors, si j'étais papa de 17 ans, les enfants sont grands, sur une moyenne de 41, 38, je suis perdu. Avec les anniversaires, je suis perdu. 38, je crois, ouais, 36 ou 38, je me rappelle plus. Je suis complètement perdu. En plus, j'ai le problème de mémorisation. Donc voilà, mon chemin est fait. Bien que je n'ai pas eu d'études, de diplôme, mais j'ai réussi à me débrouiller. Et franchement, j'ai passé des situations très difficiles. J'ai pleuré comme pas possible, comme un enfant. Hein. Je continuerai à pleurer s'il le faut. J'en ai pas honte. Hein. D'ailleurs, ma mentalité restait un peu enfantine dans ce côté. Je n'ai jamais voulu être trop adulte. Et mais maintenant, dans ce retrait, je me rends compte que toutes ces expériences vécues étaient nécessaires en fin de compte, d'une certaine manière, pour m'obliger
à faire l'effort, parce que si je n'étais pas passé par ces expériences, je n'aurais jamais fait l'effort de changer, d'améliorer mes capacités, ma manière de penser, d'observation, et je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Surtout sans diplôme, c'est pas facile. Quand vous pensez que toute une vie à devoir chercher le chemin à tout risque et à devoir se positionner dans divers métiers qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, puisque j'ai travaillé au palais aussi en Espagne, au palais du roi d'Arabie Saoudite. J'étais rentré comme, on appelle ça en français, ce serait aide-maçon, ayudante, albañilería en espagnol, et en français ce serait aide-maçon. Mais l'entreprise qui était à cette époque, qui était une entreprise française que je ne citerai pas, la direction était sortie, m'avait demandé le CV. D'ailleurs, j'étais sur le retrait parce qu'on était 3 personnes qui s'étaient présentées pour ce jour-là. Et ils avaient notre CV. Il y avait devant moi 2 professionnels, maçons professionnels, albañil de primera, qui disent en espagnol. Donc je me suis mis en retrait puisqu'ils étaient en meilleure position au point de vue spécialité. Non, moi je n'avais aucun diplôme, donc je m'étais mis en retrait parce que je m'étais présenté comme aide-maçon. Donc j'étais considéré normalement à rentrer, à devoir les aider plutôt à eux. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'est que le directeur ou la direction est sorti. Le hasard qui n'est pas un hasard, je dis toujours, il y a rien qui se passe au hasard. Alors je sais pas par où passer, il y a des chemins partout. Et le monsieur costard est sorti d'un bungalow au bureau, là, les typiques bungalows, là, enfin les conteneurs bureaux là, qui placent dans les chantiers. À cette époque-là, j'avais déjà étudié avec le décorateur, je vous avais dit dans l'immobilier que j'ai pas terminé. Il m'avait enseigné la délinéation basique pour faire des plans, décoration, mesure à échelle, 1/50, 1/100, etc. Il m'avait expliqué tous ces petits détails, donc j'ai appris, j'ai gardé ça, et c'est ce qui m'avait permis à faire des rénovations d'appartements locaux, commerciaux, etc. Donc par la suite aussi d'avoir appris la plomberie, l'électricité. Et j'avais déjà cette expérience sur moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est sorti avec son costard, a regardé mon CV, et en fin de compte, il s'est positionné. J'ai changé de chemin. J'ai laissé passer une personne qui était en bicyclette. Donc je disais que le monsieur est sorti en costard, et puis par surprise, parce que j'étais étonné complètement, je me suis trouvé un peu bizarre. Imaginez-vous, au palais du roi d'Arabie Saoudite à Marbella, Espagne. C'était à l'époque où le roi d'Arabie Saoudite était encore vivant. Il avait des problèmes de santé, il avait un cancer. Il était en chaise roulante, je me rappelle, et d'ailleurs toute la rénovation était faite justement. Et je passe déjà à la fin avant de commencer le début. Et donc la direction est sortie, puis a demandé les noms de chacun, et puis arrivé un moment, il est arrivé sur moi. Il y avait des chefs d'équipe qui étaient d'origine portugaise, parce qu'il y avait 25 chefs d'équipe. La majorité étaient portugais, parce qu'ils sont très forts dans les chantiers et tout ça. Et il m'a demandé si je savais parler français, l'espagnol, tout ça, et si je savais lire les plans. Je dis oui, je suis pas professionnel, mais je sais une base assez importante dans les plans, voilà. Donc il est resté en silence un petit moment, et d'un seul coup il a appelé un des chefs d'équipe, je crois qu'il était pratiquement pas le principal chef d'équipe, mais qui était juste en dessous. On entendait tous les jours Caray, Caray. Je rigolais ces jours-là parce que tout le monde se mettait garde à vous quand ils entendaient ce cri, parce que c'était le chef principal. Quand il se pointait, tout le monde se mettait en garde à vous. Et
Et donc il a dit au chef d'équipe, sous le chef d'équipe principal, de me ramener à moi comme chef d'équipe, une équipe de 10 personnes. Alors imaginez-vous quand le gars dit ça, l'autre m'appelle, me dit allez viens. Oh, je me suis trouvé complètement coincé, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire hein? Dans quelle situation je me trouve? Donc je l'ai suivi, donc je connais tout, hein, le palais, le sous-sol du palais, il y avait malheureusement je crois que le palais a été abandonné suite après les chantiers, après les travaux. D'ailleurs j'ai vécu une grosse expérience là-bas, télévision avec l'ultralaner, parce qu'il s'était passé quelque chose d'assez grave. 2 ouvriers étaient morts, enfin pas que 2 plus, mais bon 2 principalement, c'est l'expérience que j'ai vécue là-bas, par manque de sécurité, d'organisation de travail. Mais pas vis-à-vis de moi, hein. Au contraire j'exigeais des conditions de sécurité qui n'avaient pas été écoutées, justement dû à ça, c'est ce qui s'était passé. Alors je vais changer de chemin parce que en fin de compte je suis passé par un moment, c'était pas bon. Donc je connais tout le palais, c'était robinetterie or, du marbre importé d'Italie, enfin du luxe à top. Du luxe à top. Les facturations, je vous dis pas le prix de facturation du personnel par heure à cette époque-là, je crois que c'était 2001 ou 2001 ou je me rappelle plus très bien. Donc voilà, j'étais chef d'équipe avec 10 personnes, 10 travailleurs. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance que le chef principal m'a pris sous sa responsabilité. Il ne me lâchait pas, il voulait me ramener partout, même dans les réunions d'ingénieurs et tout ça. J'étais étonné. Un jour, il y a le Big Boss qui est arrivé de France avec son jet privé. Et il m'a ramené dans la réunion, je croyais que c'était quelque chose d'urgent. Il dit laisse tout ce que tu es en train de faire et viens avec moi. Et c'était une grosse réunion avec le Big Boss. Alors ils étaient tous en panique totale parce que le Big Boss venait pour mettre un peu les points sur les i. Et j'étais un peu gêné parce que j'ai dit qu'est-ce que je fous là-dedans. Surtout c'était que les ingénieurs et les gros bonnets d'architecture et tout ça. Mais bon, il m'a appelé, il voulait que je sois présent et c'est là que j'ai appris une technique, c'est-à-dire dans les entreprises, c'est que je me positionnais toujours à observer alors ils ont fait un cercle et le Big Boss était au milieu, debout dans le chantier. Monsieur en costard, belle présence. Et ce que je faisais, en fin de compte, j'avais les bras croisés et j'observais, puis je le regardais bien dans les yeux et il parlait à tout le monde, mais le fait de fixer cette personne dans les yeux faisait qu'il était tout le temps attiré, son attention était tout le temps attirée sur moi. Et je m'étais rendu compte avec cette expérience vécue, c'est qu'il y avait une certaine manière d'attirer l'attention quand vous faites des affaires ou même si vous y comprenez rien. J'ai voulu lui faire croire ou comprendre que je comprenais tout ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne regardait plus les ingénieurs, mais il me regardait moi. Et je me suis rendu compte avec ça, ça m'a servi d'expérience pour toutes les matières de travail que j'ai voulu faire avec le temps. J'ai dû couper parce qu'il y a les VTT qui passent aussi. Donc voilà. Alors j'ai mon stabilisateur qui a foiré, la batterie s'est déchargée, c'est pas grave, on va faire avec. Donc qu'est-ce que je veux dire avec tout cela pour continuer, c'est que on en apprend tous les jours. Les expériences qu'on vit chaque jour, ce sont des expériences pour nous améliorer. Il faut prendre aussi bien le bon que le mauvais positivement, parce que tout sert en fin de compte. Et essayer d'être le maximum positif. Parce que j'ai appris par expérience, c'est que avec le temps, c'est que quand votre conscience, la concentration de vos consciences vis-à-vis de la matière, de tout ce qui se passe à l'extérieur, là on rentre pratiquement dans la métaphysique d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai aimé étudier toutes ces matières et aussi la philosophie
et la physique quantique, parce que maintenant avec la physique quantique on pourrait avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Alors j'ai la tremblette avec ça là, parce que j'ai carrément le bâton qui est le truc, le télescope qui est sans stabilisateur, c'est pas facile. Bon. Et je vais retenir un peu avec l'autre main parce que ça pèse lourd quand même. Et donc c'est que notre manière de penser, j'ai remarqué que ça affecte aussi tout ce qui a à voir avec ce qui va se passer, a une certaine influence sur le moment présent et le moment de ce qui va se passer après. Et après il y a beaucoup de reportages qui en parlent, surtout dans la neuroscience, dans la physique quantique d'ailleurs, métaphysique, qui en parlent, et que ça a à voir avec vraiment une fraction de seconde de pensée, hein. Simplement pour une fraction de quelques secondes de pensée fera que les choses se passeront d'une manière ou d'une autre. Alors l'expliquer scientifiquement, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas de notion dans ces matières-là, mais j'en ai sur une base générale, mais pas sur le point de vue scientifique ni ces trucs, mais le suffisant pour comprendre que, en fin de compte, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Donc, je dis avec tout cela que toute expérience est le bienvenu, et surtout penser que ce qu'on vit ici, en fin de compte, parce qu'on n'ira pas plus loin, sinon on va approfondir dans d'autres choses beaucoup trop éloignées, surtout dans cette expérience de vie, on est là pour expérimenter dans ce corps et voir toutes les manières possibles pour s'améliorer, se perfectionner, ou au contraire s'empirer. Cela dépendra de chaque personne, de la direction qu'il va prendre ou qu'elle va prendre, l'influence aussi émotionnelle vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Alors là, si vous êtes trop attentif aux actions externes, à tout ce qui se passe à l'extérieur, et que vous vivez par rapport aux observations extérieures, alors là, ce qu'on devient, c'est esclave. Donc il y a une technique qui est difficile, parce que c'est une autodiscipline en fin de compte, c'est de ne pas se laisser emporter par les émotions, quelles que soient, c'est-à-dire familial, travail, savoir se contrôler avant de réagir action-réaction. Voilà. Et savoir gérer justement ces émotions. Et à partir du moment qu'on est capable de faire ça, à tous les niveaux, parce que la vie est faite justement d'épreuves pour vous provoquer et pour justement que vous ayez cette réaction négative. C'est dur, hein, parce que c'est vraiment une discipline. C'est comme quand on est à l'armée, il y a les sergents qui vous gueulent, ouais, allez, qui vous gueulent, qui vous donnent des coups de pied, enfin de tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Il y a deux options, où vous supportez une discipline et après vous arrivez à vous gérer, parce que les premiers mois de formation, de préparation sont justement les plus forts justement dans cette matière, pour supporter toutes les circonstances. En fin de compte, ça a une certaine ressemblance par rapport à la vie en soi. Parce que la vie en fin de compte est pire que l'armée. La vie en soi, les expériences vécues sont encore pires que l'armée. On a tendance enfin les personnes qui ont fait l'armée, ouais c'est dur, c'est chiant, ou enfin bref, ceux qui n'ont pas aimé, bon, j'ai fait 2 ans, je crois pratiquement, je sais pas si j'ai terminé les 2 ans. Et en fin de compte, le comparatif en fin de compte de ces expériences vécues, de sport, de tout ça, surtout moi j'étais pas très fort en sport, j'avais des problèmes d'asthme, anxiété, enfin bref, tout ce qu'il fallait pas avoir. Et en plus dans un milieu tous des baraques, il n'y a que moi qui étais maigre. Mais après avec le temps, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fin de compte ce qu'on passait à l'armée, c'est l'expérience vécue, ce qu'on vit dans la vie réelle.
Et puis de là, progressivement, une fois que vous observez, qu'on observe cette vie, cette évolution, alors là, vous vous rendez compte, là maintenant, je prends la vie vraiment comme ça. Au rythme que je sois ici, que je sois en plein centre-ville, je vis dans ma bulle. C'est-à-dire indifférent totalement de tout ce qui est le mouvement frénétique de la société, complètement en dehors. Même si je vais faire mes courses, même si je vais faire quoi que ce soit, j'ai l'impression de vivre au ralenti d'ailleurs. J'ai cette sensation de vivre dans une bulle et que dans cette bulle, le temps va plus doucement que le temps réel de tous ces mouvements externes. Voilà. Donc totalement différent. En plus, je prévois pas ce que je vais faire. C'est-à-dire, j'ai mon agenda, je marque ce que je vais faire aujourd'hui, demain, rendez-vous. J'essaye d'aider beaucoup de personnes dans le numérique, de leur enseigner c'est-à-dire, je partage toutes les expériences que j'ai apprises dans ma vie, dans les matières, dans toutes les matières, même dans la plomberie, tout. Enfin, qui veut apprendre, je lui enseigne tout ce que je peux savoir dans la gestion, l'administration, l'intelligence artificielle, etc. Mais indépendamment des rendez-vous que je peux avoir, parce que bon, je suis en recherche de poste de travail aussi, mais voilà, je le fais tous les jours. Hein. Je le fais tous les jours, à tous les niveaux, l'aide, la recherche d'emploi, etc., etc., etc. Tout le temps, mais sans être dans un niveau d'obsession. C'est-à-dire, je m'angoisse pas, je ne me stresse pas, je ne me préoccupe pas, et je m'adapte aussi aux imprévus, puisque des fois vous faites des plans, point de vue agenda, à telle heure vous arrivez, puis on vous appelle, ah Michel, excuse-moi, en fin de compte je peux pas venir. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais bon, d'autres ils seraient énervés parce que il m'a déstabilisé la journée. Maintenant moi je le prends avec, déjà je les mets en confiance, je leur dis non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, je suis pas non plus à la minute près, vous inquiétez pas, ça sera pour un autre jour. Après je leur dis tel jour je suis disponible, la semaine prochaine, telle heure, vous me dites, vous me confirmez, c'est tout. Mais je le prends pas en négativité ni voilà. Donc voilà, c'est ma manière de vivre, et c'est ce que je voulais, la réflexion que je voulais faire aujourd'hui vis-à-vis de toutes ces structures. Je pense que c'est des thèmes vraiment très intéressants à débattre, parce que il y a tellement de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre. Là, je vais passer par là. Tellement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je n'ai jamais fini d'apprendre. Et ça devient de plus en plus un plaisir. Voilà. Ça devient vraiment de plus en plus un plaisir. Ah, j'ai la tremblote avec ça. Mais c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on écoute. Ok. Donc voilà. C'est la petite réflexion que je voulais faire ce matin. C'était pas du numérique. Mais je pense que c'était aussi important. Parce que j'ai vu certaines publications, d'ailleurs sur LinkedIn. Je vois énormément de personnes, professionnelles, non professionnelles, des personnes âgées, des jeunes, et je vois qu'il y a une certaine tension, une certaine insécurité. Je vois une certaine tristesse aussi. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette réflexion. Si ça pouvait aider les personnes. Parce que je crois on a beaucoup d'efforts à faire justement dans ce côté. Donc après c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui aiment vivre dans le stress, dans l'angoisse, souffrir. On doit souffrir dans cette vie pour apprendre. Mais une chose c'est vouloir, et une chose c'est ne pas avoir le choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, ces expériences vécues, les souffrances doivent vous faire réfléchir et trouver le meilleur chemin pour apprécier la vie d'une autre manière. Et surtout ne pas vivre sur le passé, parce que si vous traînez le passé dans votre vie, alors là, dans ces cas-là, ça sera difficile d'avoir une sortie. Même si c'est une expérience très 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 forte, ça ne sert à rien. Alors il y a deux options, on finit notre vie ici, et je ne le conseille pas, parce que la vie peut être belle, peut être très belle,
mais il faut surtout pas traîner le passé négatif. Il faut pas l'oublier, le fait est fait, mais ne pas vivre sur le passé. Il faut vivre sur le moment présent. Et je vous laisse, à bientôt.